Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va? Ça va bien et toi, tu es... J'entends que tu es en vadrouille. Exactement, on peut rien te cacher. Non, les coulisses de notre fabuleux métier, et je le dis sans ironie, c'est qu'il y a une conférence de presse de l'équipe de Suisse ce mercredi à Zurich. Ils se sont dit à la fédération, ouais, il y a un match entre des Romands et des Suisses allemands à Zurich jeudi soir. Histoire de bien arranger les Romands, on fait la CP. Ah bah non, pas le jeudi, on fait la veille. Comme ça, en fait, tout le monde doit faire des allers-retours dans la Suisse pour ça. Alors moi, je vais pas faire des allers-retours, je vais rester sur place, mais je me dis que là, il y avait peut-être eu un moyen d'être plus malin sur le coup. C'est pas faux. Donc oui, fin de soirée à la Vaudoise Arena et départ aux Aurores pour Zurich. Mais c'est pas grave, c'est pour ça qu'on fait ce métier, c'est quand même plutôt chouette. Ah ouais, non, Au passage, avant de commencer à parler de cette finale, de ce match, de ces matchs qu'on vient de vivre, remerciements aux gens qui sont venus dire bonjour à la Vaudoise Arena notamment, et il y en a d'autres, mais notamment notre auditeur qui nous avait écrit depuis Lima, dont je n'ai même pas demandé le prénom, tel le grand malhonnête que je suis. C'est toujours chouette, et puis j'ai eu beaucoup de plaisir. Jean-Fred était malheureusement encore en train de terminer son texte, donc n'était pas présent à ce moment-là, mais merci de venir dire bonjour, c'est toujours chouette, et puis ça fait vraiment chaud au cœur de voir qu'on est suivi, qu'on est écouté, que ça crée des débats, et puis c'est exactement pour ça qu'on est là, donc merci beaucoup à lui et aux autres. Absolument. Merci beaucoup. On refait un peu les deux matchs, tu disais, effectivement. C'est clair que quand on est sur une série comme ça, les matchs qui ont eu lieu il y a 2-3 jours, on a l'impression qu'ils sont tellement lointains et que ce qui nous reste dans la tête, c'est logiquement les derniers événements, en fait. Mais si on reprend aussi juste... Lausanne avait perdu 4-2, c'était samedi soir. Samedi soir. Et ils ont gagné 5-2 mardi soir. Une victoire dans une patinoire qu'on a rarement vue aussi chaude, vraiment, où il y avait de l'électricité, où il y avait une communion avec l'équipe, entre l'équipe et le public, j'ai trouvé. T'allais dire rarement, j'allais dire jamais. Puis après, je me suis dit, si on parle de la patinoire en elle-même, on est obligé de penser à la finale de la Coupe de Suisse remportée par Ajoie. Et là, cette soirée était extraordinaire en un sens. Mais si on réfléchit juste au point de vue lausannois, j'ai jamais vu une patinoire comme celle-ci, en fait. Et si bien que dans mes 3 étoiles de la semaine, j'ai mis un petit bonus parce que moi, j'ai toujours un peu de la peine à rentrer dans la narration du public qui aide les joueurs à bien jouer, on va dire ça comme ça. Il y a des soirs comme ça, t'es obligé de commencer à y croire, ou pas commencer, mais t'es obligé de te dire, et si ça jouait quand même pas un rôle, disons. Alors, pour donner un exemple, quand on a fait l'interview, c'était Connor Hughes mardi soir, ton collègue Mathias qui demande... Comment ça s'est passé sur on reviendra sur cette scène de la double infériorité numérique de Lausanne en fin de deuxième tiers. Et il a dit, j'avais l'impression qu'il y avait un 4e joueur sur la glace à ce moment-là. Ouais. Et alors, tu sais jamais, est-ce que c'est un peu dit pour du romantisme sportif, un peu pour créer une histoire, mais je peux bien le croire à part ça. Mais je crois qu'il le croit très volontiers, il y croit sincèrement. Mais c'est inquantifiable. Mais je pense, si on met juste en rapport les deux patinoires et les deux ambiances, même si à Zurich, c'est pas dégueulasse, hein, mais c'est pas non plus incroyable. Force est de constater que si d'un côté ou de l'autre, une des équipes peut en tirer ne serait-ce qu'1%, disons, ça va clairement être du côté de Lausanne que ce pourcent-là va exister et non du côté de Zurich. Ça, c'est une évidence. Mais alors, je trouve quand même que quand Malguin marque le 3-2 samedi, tu sens quand même. Déjà, Weber, le 2-2, il y a une sorte de... Mais c'est normal, c'est un peu comme ça. C'est comme ça à Fribourg, c'est comme ça partout dans toutes les patinoires de Suisse. Mais effectivement, quand il y a 12 000 personnes, moins les quelques Lausannois, mais ça fait un bruit pas possible. Et tu sentais que quand il y a eu cette période à Zurich où Lausanne a eu vraiment un trou d'air de 3-4 minutes,
là, je sentais la pression zurichoise, même si justement les Zurichois étaient un peu caqueux, on va dire, juste avant, et ils avaient un peu peur en se disant mais on va quand même pas perdre contre ces Lausannois et ça s'était calmé, mais tout d'un coup quand ils ont senti que leur équipe était revenue, alors là c'était beaucoup plus fort, j'ai trouvé. Oui, je suis d'accord avec toi. Par contre, il faut quand même, il y a un élément, si on parle vraiment que du public, il y a quand même un des publics qui se dit chaque début de saison, ouais, bon, cette année, si ça se passe bien, on gagne le titre. Puis si ça se passe pas bien, ben, on va au moins jusqu'en demi, voire en finale. Puis on verra après. Puis un des deux autres publics qui a jamais connu ça et qui se dit, ben, c'est extraordinaire, exceptionnel ce qu'on est en train de vivre. Et ça crée forcément aussi un petit engouement supplémentaire, engouement qu'on a clairement ressenti. Et c'est cool à voir bêtement de notre position de l'intérieur, je trouve. Ouais, c'est aussi des gens qui se disent mais je ne vivrai peut-être jamais plus ça. Donc je profite à mort. Alors que quand t'es zurichois, tu te dis, comme tu disais avant, si c'est pas cette année ou ce sera dans l'année prochaine ou dans 2 ans, il y a de fortes chances. Donc c'est ça joue un rôle aussi. Bon, maintenant je te propose qu'on parle un peu plus de hockey après avoir parlé écharpe, on n'a pas parlé des tifos au sens propre, mais des fans et de l'ambiance. On est aussi un peu là pour parler de hockey. Moi, il y a un truc qui m'a frappé dans ces 2 derniers matchs, vu qu'on parle des 2, mais forcément, ça a compté dans le match numéro 4 à Lausanne. Mm-hmm. C'est l'impact on va les appeler les viennent ensuite, mais sans manquer de respect à ces joueurs-là qui ont un vrai rôle. Mais on nous dit justement, en préparant ce genre de série, que c'est typiquement le genre de moment où on va dire les premières lignes peuvent en tout cas s'annuler, et puis que c'est la qualité de tes viennent ensuite ou tes seconds couteaux ou ta 3 ou 4e ligne qui peut faire la différence. Et si tu regardes dans les 2 matchs à Zurich samedi et mardi soir du côté de Lausanne, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est cette 4e ligne là, elle est articulée autour de Almond, Holdener et Kennins pour Lausanne. C'était la ligne de Sheppy du côté de Zurich. C'est ces lignes-là qui font la différence. Et on a beaucoup parlé, vanté la profondeur lausannoise, notamment contre Fribourg. Mm-hmm. Et là, elle fait de nouveau la différence, je trouve. C'est assez impressionnant de voir un Kennins qu'on n'a pas vu de la saison sortir du bois maintenant. Et finalement, d'avoir réussi à garder un joueur comme ça concerné durant toute la saison pour qu'il soit capable de performer à ce moment-là, finalement, c'est aussi un moyen de vanter les mérites du staff, pas forcément que du coach. C'est un peu trop réducteur de parler que du coach. Mais rappelons-nous quand même que l'été passé, Ronald Skelins était en salle de force tout seul et s'entraînait, se remettait en forme alors que ses copains patinaient et faisaient leur entraînement d'été sur la glace. Mais lui n'avait pas le droit d'aller sur la glace et avait des objectifs de forme à atteindre avant de pouvoir patiner. Il a été même envoyé à Martigny un moment durant la saison. Donc, ça a été une saison compliquée pour lui, mais il est là aujourd'hui, il est productif aujourd'hui. C'est 3 points en 3 matchs, Ronald Skelins, mine de rien. C'est presque autant que durant toute la saison, vu qu'il a 4 points durant la saison avec le Lausanne HC. Et chapeau, en fait, d'avoir su d'être resté concerné tout ce temps et de produire aujourd'hui. Ça, je trouve que c'est à mettre en avant. Absolument. D'ailleurs, on avait eu une question, ou en tout cas une remarque, je ne sais plus sur quel vecteur c'était, pour nous dire, mais vous ne parlez peut-être pas assez du travail de la 4e ligne, quel boulot ils abattent. Et Mackay Holdener aussi a été, je trouve, pas mal pour dire d'où est-ce qu'il vient, est-ce qu'il allait réussir à s'établir en National League comme joueur. Et on avait vu dès le début de la saison, il marquait des buts, souvent en cage vide, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et Kennins, on s'y attendait un petit peu plus, mais comme tu l'as dit, il n'avait pas rempli les objectifs. On se souvient en début de saison, John Foust nous énumérait les trucs en disant on a une feuille de route, ils doivent cocher certaines cases, celui qui ne coche pas toutes les cases ne joue pas, et peu importe son statut, si c'était Suomela, alors je sais pas, je prends peut-être un exemple extrême, mais en tout cas c'était une manière de dire c'est pas la hauteur de ton contrat, c'est pas la longueur de ton truc qui va faire que tu vas pouvoir que tu auras un passe droit.
Et ça, c'est assez intéressant. Par contre, quand tu dis ça, j'essaie de me dire aussi de voir que Marco Pedretti, par exemple, fait 0 minutes. Il est 13e attaquant, il ne joue pas. Que Ugly est surnuméraire. C'est quand même un petit peu bizarre tout ça. Mais, ma foi, c'est la vie d'un club comme Lausanne. Et ils ont des gens qui ont su se lever. Enfin, les Américains vont dire, ou les anglophones vont dire step up. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Et tu as l'impression que quand ils nous disent, après les matchs, non mais chacun a son rôle dans cette équipe et chacun l'accepte, ça corrobore exactement ce que tu dis. C'est qu'un Kennings, sans doute maintenant qu'il se dit, ben, si je peux être très utile à cette équipe, c'est de cette manière-là, bon ben, j'ai envie d'aller gagner un nouveau titre, parce que lui, en plus, il en a déjà gagné dans sa carrière. Il en a déjà gagné et j'ai un sujet on va dire en préparation avec lui pour jeudi matin. Je vais lui parler à la fin de l'entraînement. C'est intéressant parce qu'au début de la série, il y a un peu tout le monde qui voulait parler, tout le monde, moi le premier. Hein, on était aussi à la recherche du Ronald Scannins, forcément. Finale contre Zurich, ancien Zurichois, il a tous ses copains dans le vestiaire. Ah, on veut parler à Ronald Scannins, c'est logique, ça fait partie de notre métier. Puis lui, il nous a un peu dit, pas directement, mais il a envoyé Petre la demande d'interview en disant les gars, vous m'avez pas parlé de la saison et je vois pas. Maintenant, sous prétexte qu'on joue contre Zurich, j'ai toujours pas c'est pas ce qu'il dit, mais dans les faits, c'est quand même, je sais pas comment il a dit ça. Je pense que peut-être que même la réponse était beaucoup plus brève de sa part, mais il dit un peu, le message c'est quand même le suivant, c'est ouais, sous prétexte qu'on joue contre Zurich, maintenant vous vous intéressez à moi, toute la saison on n'a rien à foutre, je pense pas que c'est très intéressant maintenant, et je l'entends de son point de vue. Nous évidemment journalistiquement on se dit on aurait bien aimé lui parler, mais je trouve presque beaucoup plus intéressant de lui parler maintenant, et j'ai fait la demande justement en fin de match contre Zurich, le match numéro 4, il est venu à l'interview, je pense aussi que là ça redevenait peut-être à ses yeux aussi un peu légitime de dire ouais là j'ai un vrai rôle, je joue mes minutes, c'est pas juste parce qu'à une époque j'ai gagné avec Zurich qu'on veut me parler, mais c'est pour ce que je fais sur la glace. Et je trouve qu'il faut aussi mettre en avant cet aspect-là. Et des fois, nous les journalistes, on a un peu tendance à se dire il a qu'à venir à l'interview, blablabla. Puis j'imagine que lui devait peut-être pas forcément bien vivre sa saison et puis de se sentir un peu mis à part. Alors je suis pas sûr qu'il vit pour parler à Grégory Beau à la fin des entraînements, hein, on est bien d'accord, je suis pas en train de dire ça, mais de se dire voilà, j'avais pas vraiment un rôle à vos yeux maintenant, attendez que j'en ai un vrai sur la glace pour venir parler. C'est exactement ce qui s'est passé. Puis il m'a dit moi j'ai toujours pas perdu de finale, donc j'aimerais bien que ça continue. Et il a été tout à fait sympa et c'est chouette parce que c'est quelqu'un avec qui on parle assez peu finalement. Il y a la barrière de la langue, elle est presque dans notre tête parce qu'en gros il parle parfaitement anglais, il parle parfaitement allemand. Je pense pouvoir dire que je parle plutôt bien allemand et plutôt bien anglais, donc c'est juste des fois des réflexes. C'est beaucoup plus facile de parler avec Joel Genadi qui nous passe à côté parce qu'on peut lui parler en français puis faire une petite blague plutôt qu'un Ronald Scannins. Mais là, c'est chouette de voir que ce genre de joueur-là, on peut aussi penser à Cody Almond qui fait une belle finale pour l'instant. Oui. Et c'est pas que les joueurs qu'on attendait finalement qui sont en avant. Et je voulais mettre en avant un autre joueur. C'est le travail de Glauser, que là du coup c'est pas du travail de l'ombre en l'occurrence parce que c'était au contraire, il était en pleine lumière lors de ce match contre Zurich. Mais qu'est-ce qu'il a été précieux sur ce match de Zurich. Il marque, il fait attaquant, gardien, défenseur à ses heures perdues. Il a tout fait. C'est ce genre de joueur là aussi on s'attend peut-être à ce que Joe fasse la différence. Pilot en fait il a fait du pilot, c'est-à-dire il a fait ce qu'on attend de lui. Mais le petit pourcentage supplémentaire qui permet de passer l'épaule, c'est justement ces joueurs de complément. Et là, pour Glauser, c'est un gros complément. Hein. C'est un leader bis. Voilà. C'est un leader bis qui a fait la différence. Un but, un arrêt sur la ligne et un travail exemplaire. Et si Lausanne est là aujourd'hui, a pu gagner ce match, c'est aussi grâce à lui, parce qu'il y a quand même un point que j'aimerais pas qu'on néglige maintenant on va dire dans l'euphorie. Alors, je pense que dans le vestiaire ils sont pas euphoriques, mais autour tu peux vite te laisser un peu prendre par le moment. Mais si on s'arrête un petit peu sur les stats de ce match, Zurich peut le gagner. La même chose. Zurich a des occasions, a plus de chances de but que Lausanne. On peut vraiment être
perdu dans le moment, mais c'est 17 scoring chances à 10 selon nos amis de NL Ice Data qui ont sorti leurs données en fin de match. Si on les lit, enfin si on les compare avec celles de la Ligue, c'est aussi le même ratio. Et Zurich aurait pu le gagner, mais Zurich l'a pas gagné. Et c'est pas Zurich a perdu le match, c'est Lausanne l'a gagné. Lausanne l'a gagné par solidarité notamment. Mais pas que, mais il y a ce 3 contre 5 pendant 90 et quelques secondes où ils ont été absolument héroïques, j'ai trouvé. Ouais, c'est juste, je voulais juste, c'est dommage parce que je voulais relever, t'as fait une blague peut-être sans le vouloir, t'as dit que Kennins nous avait envoyé Petre, et j'ai trouvé que c'était, par rapport à Svoboda, c'était totalement involontaire. Mais oui, il y a une phrase que tu viens de dire qui me fait un peu, qui résonne, c'est le collectif. J'aime pas, comment dire, opposer ça aux individualités zurichoises parce que la finale se joue quand même sur très peu de choses et je trouve que le collectif zurichois, malgré tout, les systèmes sont bien en place et on peut pas dire Zurich se repose que sur ses gros canons et Lausanne c'est le cœur et la solidarité face au talent zurichois. Mais le collectif lausannois, et j'ai été assez surpris de ces 10-17 parce que tu en parlais à la fin du match aussi. Quand on regarde le match, il y a des gens aussi qui nous parlent souvent des expected goals. Si tu peux des fois expliquer ou redire comment ça fonctionne. Pour ceux qui lisent ta newsletter, quand tu mets les expected goals, il y a toujours un petit box pour expliquer ce que c'est. Mais c'est vrai que même à l'écrit, c'est des fois pas toujours évident et peut-être que tu peux juste nous redire facilement un peu comment comprendre expected goal. Ouais, moi je le traduis en français par but escompté. C'est le pourcentage théorique de chance qu'un tir aurait de se transformer en but. Ce qui permet, grâce à ça, d'enlever la variable, on va dire entre plein de guillemets, chance, à savoir l'arrêt du gardien incroyable, ou au contraire le défenseur le patin du défenseur qui dévie ou pas. Non, c'est théoriquement ce shoot-là, dans ces conditions précises-là, à savoir tir sur réception, tir du poignet, tir frappé, etc., depuis telle position sur la glace, il a X% de chance de se transformer en but. Et du coup, ça permet de voir la qualité des actions de but, et du coup ça permet justement de pouvoir comparer les prestations des équipes sur une base qui met de côté finalement la statistique qui est la plus importante, à savoir les buts, on est bien d'accord. Et c'est là où justement il y a la faiblesse de ces statistiques-là, c'est qu'elles ont une très forte valeur prédictive, je trouve, de voir qui est bon, qui est pas bon, qui est peut-être légèrement heureux ou malheureux, chanceux, j'aime pas trop ce terme, mais qui surperforme, qui sous-performe. Et donc de se dire ouais mais attention, et on l'a fait plusieurs fois assez juste cette saison, c'est de dire oui, Lausanne est un peu dans le dur actuellement, c'est un exemple qui nous concerne en ce moment, mais regardez bien les statistiques avancées, elles sont excellentes depuis le début de la saison, ça va aller mieux. Et on sait que le temps te donne généralement raison. Le problème, c'est que là, c'est pour ça que je parle de petite faiblesse, c'est que là, on n'a pas le temps. C'est que si ça se trouve, jeudi soir, et vu qu'il y a 2-2, on est très à l'aise pour pouvoir donner cet exemple. Samedi soir, on est très à l'aise pour pouvoir donner cet exemple. Peut-être samedi soir, c'est plié, en fait. Et l'équipe qui est légèrement malheureuse n'aura pas eu le temps de voir la régression vers la moyenne s'opérer, parce que justement le temps est compté. Donc en play-off, c'est beaucoup plus difficile. Par contre, au match par match, on peut voir qui aurait peut-être mérité un petit peu plus de gagner, mais là c'est vraiment une question de chance de but, et quand tu as un 5 contre 3, tu as forcément plus de shoots, donc ça influe sur les expected goals. Mais au moment où Lausanne marque le 2-0, Zurich est en avance sur le nombre d'expected goals. Donc c'est intéressant de le mentionner. Zurich, parlons peut-être de 2 secondes des gardiens. Moi, je voulais juste revenir sur les expected goals à part ça. Vas-y, à fond. Juste un petit truc à dire. Pour donner un exemple, le but de Balcers, avec un tic-tac-toe qui termine de manière où Hughes est complètement hors de position, on va dire, c'était à environ 32% de chance de mettre un but. Et le but de Sekac est selon les données de 49 Ing, 7,2% de chance.
Et le but de Boson était mieux, ou 7,1 pour le but de Sekac et 7,2 pour le but de Boson, qui intervient depuis un angle très fermé. J'étais très surpris de voir que l'expected de Boson était plus élevé que le but de Sekac. Tu vois? J'ai pas comparé avec les statistiques de Analyze Data. C'est toujours intéressant justement après de pouvoir voir les uns et les autres comment ils calculent. Ouais. Mais toujours est-il que pour moi, Roubec, tu parles du but de Boson justement. En l'occurrence, il prend un rouleau, hein, on va pas se mentir. Je dis pas ça pour minimiser le fait que Tim Boson a pris sa chance, a joué le coup à fond et a mis le puck à un endroit où tu donnes une chance, on va dire, au gardien de se planter. Mm-hmm. Parce que si c'est Plastron, en fait, en engageant une offensive que nous, on dirait rien, on l'aurait même pas vu, ce tir. Mais là, il le met à un endroit. Finalement, on pourrait comparer ça au gardien qui fait un big save. Tu dis, ouais, bon, là, il a eu un peu de chance, le gardien, quand même, de faire cet arrêt-là parce que l'attaquant lui tire dans la mitaine, on va dire ça comme ça. Ouais. Oui, mais en fait, le but du gardien, c'est de maximiser ses chances de faire l'arrêt. Et en faisant ce mouvement-là, oui, il a toujours peu de chances de réussir l'arrêt, mais il le fait quand même. Et là, Tim Boson, c'est pareil. Au moment où il fait son shoot, le but, c'est de maximiser ses chances de voir Roubec s'en mêler les pinceaux. C'est exactement ce qui est arrivé. Donc, faut pas non plus faire l'erreur de minimiser et je le dis pas pour toi, hein, Ouais. de minimiser le sens du but de Tim Boson sur ce coup-là, d'avoir mis dans une position désagréable ou défavorable Simon Roubec. Mais je pense pas qu'il fera 2 matchs comme ça dans cette série. Et c'est aussi pour ça qu'il faut pas se laisser aveugler par ce match d'hier, de mardi soir, justement parce qu'il y a un Roubec quelconque devant son filet. À l'inverse, j'allais commencer ma phrase en disant il y a un extraordinaire Hughes, mais c'est pas tout à fait vrai. Hughes a été excellent, oui, mais moi j'ai pas de, peut-être que j'en ai oublié, hein, c'est tout à fait possible. J'ai pas d'immense arrêt où je me dis là Hughes il a fait un exploit. Je sais pas si j'oublie quelque chose. C'est pas, je dirais pas un exploit, mais il y a un 1 contre 1 qui négocie très bien. Avec voilà, exactement. 13e là, ouais. Et là il est ultra solide. Et je pense qu'il en fait encore, peut-être, il y a encore un où c'est plus, il fait super bien son job, mais je suis tout à fait d'accord. C'est pas un puck capté de la mitaine en étant tourné face au cop et puis où il tourne sa mitaine de l'inverse sans regarder et il sauve le goal. C'est pas ça. Mais ça, c'est aussi pour mettre en avant le travail défensif. Parce que justement, on a beaucoup parlé de l'arrêt de Glauser. Forcément, Glauser dit ouais, voilà, j'ai bien aidé Connor sur ce coup-là, mais le nombre de fois il nous sauve nous. Mais je trouve justement que sur ce match-là, le système défensif lausannois, il était vraiment bon. Et je me demande quel est le prochain. La prochaine option de Zurich, où est-ce que Zurich doit faire quelque chose? Parce que finalement, la donne au début de cette série était Lausanne doit aller en gagner une à Zurich. Ils ont 4 chances. Ils ont plus que 2 chances. Donc finalement, la pression, elle est quand même en train gentiment de venir du côté lausannois. Mais à l'inverse, là, c'est difficile de dire qui est le plus sous pression entre l'équipe qui a plus que 2 chances d'aller gagner là-bas ou l'équipe qui, si elle perd à la maison, se retrouve avec une balle de match à défendre à l'extérieur. Oui. J'ai l'impression que c'est un petit peu le kiff-kiff. Alors moi, je pense que Zurich... Je pense que c'est plutôt pour Zurich la pression en ce moment-là. En plus, on n'a pas lu toute la presse alémanique, il faudra voir encore demain. Mais là, il y a 2-3 petits articles qui sortent pour dire il serait temps, notamment Klaus Sauken a sorti cette nuit, pour dire que Roubec, alors lui, il centre là-dessus en disant que Roubec aurait dû leur faire gagner ce match et que là, pour l'instant, il leur a fait perdu. Je trouve très réducteur, évidemment, hein, si on regarde tout le match. Alors, sur le fond, j'entends, hein, je l'ai aussi écrit, que je l'ai mis dans mon flop de la soirée, c'est Roubec, mais je trouve aussi, et des fois, on fait aussi l'erreur quand on a un roman qui est favori d'un match, on va réfléchir à comment le favori a perdu son match. Et là, en l'occurrence, il n'y a pas vraiment de favori entre le premier et le troisième de la saison régulière, même si c'est quand même forcément un petit peu Zurich. Mais finalement, oui, Roubec fait donne de cadeaux, mais encore une fois, on réfléchit à comment Zurich a perdu et non comment Lausanne a gagné. Et je trouve que des fois, il ne faut pas faire l'erreur de tout le temps vouloir chercher comment une des équipes perd et se dire, mais en fait, c'est Lausanne qui a gagné aussi, c'est pas que Zurich qui a perdu ce match. C'est juste. Et on l'a dit aussi, et quand on discute avec
est-ce que c'est avec Ward hier soir où il dit on les a quand même bien laissés en périphérie, ou c'est peut-être Hughes qui dit ça aussi pendant le fameux 5 contre 3. Il dit j'ai pas vu les stats, j'avoue, mais j'ai pas l'impression qu'il y a eu tant de tirs que ça. Et c'est vrai que Zurich, leur péché mignon en général parce qu'ils ont du talent, c'est de chercher un peu le jeu parfait. Et le tic-tac-toe entre la Balcers, Malguin, Andrighetto, c'est finalement, quand ça passe, alors c'est magnifique. Mais des fois, il faut se contenter en fait d'un vieux goal, ce que les Américains appellent un garbage goal, donc un goal un peu moche, poubelle, sous-entendu, où tu vas un peu bosser devant le goal, puis finalement ça rentre. Et ne pas essayer de vouloir absolument réussir le jeu parfait. Tu me diras, quand le jeu réussi est quasi parfait, t'as Glauser qui vient puis qui bloque un peu de la même manière que c'était la canne de Balcers contre Eldner lors de l'acte 3, qui finalement sauve lui aussi un goal parce que Hrubeč était aux fraises, le but était bien ouvert, et s'il n'y a pas cette canne de Balcers, Lausanne égalise à 3-3. Oui, tout à fait d'accord. Je te reprends juste sur une petite chose. C'est pas un jeu parfait qui décale Malguin seul face à la cage vide, mais un puck un peu mourant qui se retrouve, si je me trompe pas, là un peu oui. presque par hasard. Et c'est finalement là aussi assez symptomatique de ce 3 contre 5 qui a été très mal négocié par Zurich et très bien négocié par la défense de Lausanne. C'est qu'il n'y a pas eu énormément de chance. Je pense que Malguin, j'ai pas revu l'image, mais je pense qu'il doit toucher un montant à un moment sur cette période-là. C'est toujours un peu difficile parce que en saison régulière, j'essaie toujours d'avoir un écran à côté de moi pour voir d'autres choses sur les autres patinoires ou sur celles où on est. Puis là, j'aime bien me concentrer pleinement sur le match et pas trop revoir les ralentis à part ceux de l'écran. Et là, j'avoue que je l'ai pas revu. Mais je pense que Malguin touche pas la latte. Mais à part ça, Crawford prend son temps mort au milieu pour essayer de renvoyer sa première ligne. Je pense que c'est totalement justifié. On en parlait avec mon collègue Mathias qui était à côté de moi. Il me disait il avait peut-être raison, et moi tort. Je suis pas en train de dire que j'avais raison, mais il dit mais attends là, s'il se plante puis qu'il marque pas sur le 3 contre 5, on pourrait dire qu'il a pris son temps mort pour rien. J'entends complètement la remarque. Il se trouve qu'au final ça s'est passé comme ça, mais en même temps c'est difficile d'envoyer Hollenstein et ton deuxième power play, ton deuxième 3 contre 5 que tu as peut-être peu travaillé si ça se trouve aussi, parce que ton 3 contre 5 il va rarement durer 1 minute 30. Et donc, a-t-il été vraiment bossé sur 2 vagues ou pas? Je suis pas totalement persuadé. Donc je pense que là aussi, ça me semblait au niveau du coaching assez juste. Et il se trouve que la boîte lausannoise a changé le momentum, parce qu'on parle souvent des énergies, et moi je trouve tout le temps assez fascinant de voir comment ça change. Mais là, il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études pour se rendre compte à quel point le vent a tourné à ce moment-là. Parce que juste avant, Malguin met le 2-1, Hrubeč offre directement le 3-1, certes, mais le vent est quand même presque en faveur des Zurichois. Il y a ce 3 contre 5. Et derrière, ça les a éteints. Il y a encore Raphaël qui va gratter une vieille pénalité. Juste derrière, ça a coupé encore un bout du power play. Puis après, c'était un petit peu plus simple. Alors, quand tu dis aller gratter, quelle espèce de vieux truc d'expérience où tu attrapes le bras de l'adversaire et puis après tu tournes tout d'un coup pour montrer que on t'a fait tomber. Là, je dois dire que les arbitres, mais j'en discutais avec des anciens joueurs et des anciens défenseurs qui disaient mais tu peux rien faire, tu ne peux rien faire. Les arbitres ils voient ça, même si peut-être ils se disent que ils voient une faute, puis ils sont là. Soit tu fais, qu'est-ce que tu peux mettre? Tu peux pas mettre simulation, mais en fait tu devrais envoyer les deux. Mais finalement, tu pénalises les deux alors qu'il y en a un qui a juste... il s'est fait attraper le bras, ou il se fait attraper la canne, puis le joueur la coince sous son bras. Et puis finalement, tu utilises ça à ton avantage selon l'angle de vision où l'arbitre est placé. Il a absolument et sincèrement l'impression qu'il y a faute. Et c'est pas le cas, mais... Ouais, c'est bien joué. À l'expérience, on n'est pas surpris que Raphaël ait fait ça. Alors après... Hollenstein, c'est aussi un gars de 1989 bourré d'expérience. Mais je pense qu'il doit se dire... Et d'ailleurs, il était franc-boc quand il a vu cette faute-là être sifflée. Mais ma foi, c'est comme ça. Et
Lausanne, là, ça tournait aussi en leur faveur. Et tu disais le 3 contre 5, c'est peut-être pas qu'on imaginait on allait passer de 3 à 3-3, mais au moins un but marqué pour redonner quelque chose. Mais le fait de commencer la troisième période avec 2 buts d'avance, c'était quand même vraiment très favorable à Lausanne sur ce coup-là. Et je trouve qu'ils ont très bien géré la troisième période aussi, ce qui n'est pas forcément facile. Parce que tu peux t'attendre à ce que en face on se dise ouais bon ben on va tout donner parce que on veut pas on veut aller à Zurich jeudi avec un 3-1 et puis revenir peut-être gagner en prolongation, etc. Mais non, ça s'est pas fait. Et ça, Lausanne, Jeff Ward disait aussi que ouais, quand il dit ouais on va travailler, on va regarder les détails, puis c'est un peu de la phrase convenue qu'on a l'habitude qu'on nous serve. Et en discutant avec les joueurs, ils disent ouais, mais là on va travailler. C'est Glauser qui disait on va partir à la vidéo, on va regarder, parce qu'il n'était pas forcément très content de lui, ce qui était assez fou. Il était là non, on doit bosser. Et cet état d'esprit-là, je me dis dans ce moment-là, ça m'a assez impressionné d'être capable de dire. Des fois, c'est Genadzi qui donne cette impression d'être jamais satisfait. C'est l'impression que ça va donner, c'est d'un Glauser, c'est qu'il n'était pas satisfait de cette performance du Lausanne Hockey Club, en fait. Ce qui est appuyé par les statistiques, où tu dis, ben, effectivement, certes, il y a 5-2 au final, et puis tout le monde rentre à la maison hyper content, etc. Mais j'entends que les joueurs disent, ouais, on a gagné, nickel, on est tous contents quand même, et on va quand même pas tirer la gueule, on va gagner un match de finale. Mais si on va faire le même match à Zurich, pas sûr qu'on gagne, et derrière on se retrouve dos au mur. Non, à nous de faire mieux. Mieux, ça veut dire quoi? Ça veut peut-être dire, on en revient là, mais une première ligne qui est plus efficace peut-être, parce que la quatrième ligne ne va pas te sauver tout le long. Oui. Ça peut être une option. C'est comparé avec le dernier match à Zurich, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Que fait Zurich mieux à la maison qu'à l'extérieur, et comment le contrer? Parce que Mark Crawford aura à nouveau le choix du dernier changement. Absolument. Il aura jusqu'à la fin de la série à la maison s'il y a encore 3 matchs. C'est les détails qui peuvent clairement faire la différence, et que Jeff Ward doit essayer de prévenir en vue du prochain match. Parce que là aussi, oui, Jeff Ward est un entraîneur très expérimenté, mais dans le genre vieux renard, je pense que Crawford, ça se pose là, quoi. On termine cet épisode en parlant de l'équipe de Suisse, puisque, comme tu disais, Greg, tu es à Cloton et que tu vas pouvoir discuter avec Patrick Fischer et Weibel pour préparer ce championnat du monde. Nous, on se réjouit. C'est un championnat du monde quand on voit les équipes, on va dire, autour au niveau de la qualité, autour de la Suisse, ou pas très très loin, comme l'Allemagne et la Slovaquie. La Slovaquie a annoncé 5 joueurs de NHL, dont Slavkovski, dont Nemec. Ça va pas être aussi simple. Et surtout du côté de la Suisse, on a de temps en temps des joueurs de NHL qui viennent pas, comme Timo Meyer, où la fédération a annoncé que non, il allait se faire opérer et qui ne viendrait pas. Lui, il a mis sur les réseaux sociaux qu'il était un peu tout triste de ne pas pouvoir venir. Le club l'a annoncé aussi. C'est les Devils qui l'ont annoncé d'abord. Mais ouais, ils sont coordonnés, on n'est pas naïfs. Oui, tout à fait. Et il n'y a toujours pas Yanis Moser et tout. Donc, les joueurs de NHL, pour l'instant, c'est Kouachev, Ischier, Sigenthaler et Akira Schmidt. Ce qui veut dire, en gros, qu'avec Berra et Giannoni, on a le trio de gardiens. J'imagine que ce sera difficile pour Connor Hughes il y en a que 3 déjà, donc ça me paraît difficile pour Connor Hughes de se tailler une place. Ouais, oui, sur le fond, je suis d'accord avec toi, mais ça on le dit en rapport au nom des gars présents. Tu dis, il va pas se séparer de X, de Y ou de Z. Puis en même temps, est-ce que vraiment Akira Schmidt mérite plus sa place sur cette saison que Connor Hughes? C'est difficile, mais en même temps, tu dois préparer l'avenir. Oui. Donc, est-ce que vraiment tu prépares l'avenir avec Berra et Giannoni? Pas totalement. Donc, c'est pas évident la situation de qui tu fais venir. Et moi j'aimerais bien voir un Connor Hughes. Après, peut-être qu'il y a déjà une discussion entre Fischer et Hughes où il lui a déjà dit, écoute, j'ai eu beaucoup cette année, ou j'en sais rien, ce qui est pas tout à fait positif. Enfin, ce qui m'étonnerait dans le sens où il a été pas mal blessé.
durant une bonne période entre novembre et décembre là, et donc peut-être qu'il a encore quelques kilomètres à disposition, tu vois. Oui, absolument. Mais ça veut dire que Akira Schmid que tu fais venir, est-ce que c'est pour... tu dis très justement, c'est aussi, ça permet de préparer l'avenir. Je pense que ce serait quand même bien une fois de le voir plutôt qu'on dise, ah oui, puis il y a encore Akira Schmid si jamais, et on ne le voit pas. Donc... Et Dieu est d'accord. Absolument. Donc, non, mais au poste de gardien, ça pourrait être quelque chose d'assez incroyable, mais on a toujours les deux vieux grognards qui sont encore tout à fait bons. Hein. C'est pas des gardiens où tu peux te dire « Oh non, il a sélectionné Giannoni et Berra vu leur stats. » Mais c'est des gardiens qui sont, j'ai envie de dire, c'est un peu débile, mais un peu perdants finalement, puisqu'ils se sont fait éliminer en demi-finale. Mais il y a un historique qui fait que tu sais qu'ils seront là, normalement, ils feront le job, en fait, à Prague. Mais il y a quand même eu un signe avant-coureur l'année passée d'envoyer Robert Mayer dans un match coup près au détriment de Giannoni, et ça, c'était quand même une nouveauté. C'est juste. Et, est-ce qu'il referait ça maintenant? J'ai l'impression que... Pas sûr. C'est ça, il préférera peut-être partir avec le titulaire. Au niveau de l'actualité de l'équipe de Suisse, il y a peut-être un point qui pourrait être intéressant de développer quelques minutes. C'est Lian Bichsel qui est en train de jouer la finale du championnat de Suède, et il n'est pas juste là pour faire le nombre en finale du championnat de Suède. Hein, il joue un vrai rôle. L'autre jour, c'est lui qui marque le but décisif pour son club. Et il a été annoncé que, vu qu'il a refusé 2 fois une sélection en championnat du monde M20, en gros, Patrick Fischer a dit, écoute, les règles sont les règles pour tout le monde, pour Denis Malgin, pour Lian Bichsel, pour tout le monde. Il n'a pas dit ça comme ça, mais c'est quand même le message, et on va en parler avec Patrick Fischer dans la journée, je pense. Désolé, non, on comptera pas sur toi en Tchéquie. C'est évidemment, d'un point de vue purement sportif, regrettable. Complètement. C'est une évidence. Mais à un moment donné, il y a les règles. Et les règles, c'est pour tout le monde. Donc, il n'y a pas de raison de faire un passe-droit parce que tu es Lian Bichsel, parce que tu es drafté haut, parce que tu es un espoir du hockey suisse. Donc, je comprends ça. Je le regrette, mais d'un point de vue juste suiveur du hockey sur glace. Par contre, ça ne veut pas dire que les portes de l'équipe de Suisse vont lui être fermées éternellement. Rappelons-nous que ça avait été la même chose pour Théo Rochette, qui avait été mis de côté pour avoir justement refusé une sélection. Lui encore, c'était des circonstances un petit peu différentes, avec le Covid, il y avait des voyages transatlantiques à effectuer. C'était peut-être encore plus compliqué. J'ai pas la situation exacte de Bichsel, mais toujours est-il que ça veut pas dire que la porte de l'équipe de Suisse lui est fermée définitivement. C'est juste, là, on comptait sur toi, on n'a pas pu compter sur toi. Désolé, là, on te met au banc un petit moment. Ouais, comme tu dis, sportivement, j'aurais bien voulu voir, parce que en prévision de 2026 aussi, parce que c'est dans 2 ans, et même si Yossi est super, même si ils ont tous 2 ans de plus, donc à un moment, intégrer des jeunes, voir comment ils se sentent, voir comment ils peuvent s'intégrer à l'équipe. Patrick Fischer et avant Raffiner, maintenant Weibel ont toujours bien fait ça. On a amené les gars, ils goûtent un petit peu. On se rappelle, Kourachev, quand il est tout jeune, il va au championnat du monde en 2019. Même chose avec Yanis Moser, on était tous surpris. Il y a eu Kevin Fiala à l'époque, on se souvient de lui à Minsk en 2014. C'était vraiment assez chouette de leur faire goûter à cette équipe, voir un peu de quel bois ils se chauffaient et s'ils pouvaient répondre à la pression finalement de cette équipe. Et avec les Jeux Olympiques... Il y a eu un Niederreiter aussi qui était venu très tôt, très jeune, avec la grille, et jouer un championnat du monde. Ouais. Et c'est vrai que ça marque. Maintenant, est-ce que je t'ai coupé pour dire juste ça? Non, mais il y a les Jeux Olympiques en 2026 et évidemment, il y a ce championnat du monde à domicile qui reste quand même un peu un truc où là, tout d'un coup, ils voudront tous y participer. Je dis pas qu'ils veulent pas participer maintenant, mais si tu dois choisir de te faire opérer ou pas, puis t'hésites, j'imagine que si le championnat du monde n'avait pas lieu à Prague, mais à Zurich et à Fribourg, peut-être que Timo Meyer se dirait, je tire encore là,
puis je me ferai opérer après. Donc, Absolument. Et il faudra voir Kourachev et Ischier, c'est drôle parce qu'ils étaient ensemble en junior à Berne. Je ne sais pas s'il les fera jouer ensemble, parce qu'on a plutôt tendance à avoir Kourachev dans une ligne un poil plus défensive. Et là, peut-être que avec sa vitesse aussi, le fait qu'il a joué avec un Bédard, est-ce que tu le mets avec un Ischier, puis tu mets un autre gars à côté? Il faudra voir aussi s'il y a des autres joueurs qui peuvent venir. Je ne sais pas trop, parce que Niederreiter s'est blessé en fin de saison. Il est revenu, et c'était 2 semaines à peu près où il était out. Avec Winnipeg, il y a 1-1 dans la série contre Colorado, et puis Josi, il y a 1-1 dans la série contre Vancouver. Ça voudrait dire que c'est soit Josi, soit Suter, idéalement, en fait, en gros, qui pourrait venir, puisqu'on le rappelle, compte tenu du calendrier, c'est en gros ceux qui se font sortir au premier tour de NHL, mais après, c'est mort, en fait, pour les joueurs. On n'aura pas besoin de poser la question, de savoir si... mais lui, peut-être, comme il y a 3-0 dans la série pour tel et tel, est-ce qu'il pourrait peut-être venir? Normalement, il disait que c'était fini après mais... on sait jamais. Je pense qu'on va quand même reposer la question si par hasard il y a un 3-0 puis qu'il y a un Suisse qui est au bord de l'élimination. On la posera évidemment. Donc juste pour le line-up, en vue des matchs de la fin de semaine, il y a les joueurs de Fribourg et Zug qui sont arrivés. Donc ça veut dire Christophe Berchi et Reto Berra d'un côté. Logique. Ça veut dire Dario Simeon, Fabio Herzog. Fabrice à la fin de l'épisode. Fabrice Herzog de l'autre. Et j'oublie un défenseur zougois, je pense. Il y avait Geiser, mais je crois qu'il était déjà là. En fait, il a joué contre il a joué contre la France. Et match à Lausanne. Si vous étiez présent au match de l'équipe du LHC mardi soir et que vous allez au match Suisse-Lettonie, mouillez-vous un peu la nuque avant de rentrer dans la patinoire. Ça va faire un petit peu c'est un petit choc. Ça, c'est pas grave, on s'en sort, mais il faut quand même juste faire un peu attention en rentrant dans la patinoire. C'est un petit conseil. Tu dis, mais à quel niveau? Tu penses que le niveau de jeu sera très très bas ou bien? Au niveau de tout, au niveau de absolument tout. Parce que au niveau de l'intensité du jeu et autres. Parce que la qualité des joueurs, elle est là. Je dis pas le contraire, mais on va dire un Suisse-Lettonie de préparation. On n'a pas à vendre des billets pour ce match, donc on va pas se mentir. Un Suisse-Lettonie de préparation avant le championnat du monde. Niveau intensité, ça risque de pas tout à fait être ça. Mais par contre, ça va être une jolie soirée, il faut y aller. Mais si vous avez envie. Mais par contre, se mouiller un peu la nuque. Puis comme ça, on rentre tranquillement dans l'eau. Et puis après, ça va nickel. Et par ça, je pense à Kennins qui va pouvoir venir voir ses potes. Ça va être... ça va être chaud. Il y aura peut-être d'autres choses à penser, mais peut-être qu'il sera là. On est au terme de cet épisode numéro 38. De la saison 6 de Hockey Manager, mais non, de Colfax. Prochain épisode, c'est très 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 probablement vendredi à 17h, vu qu'on aura une balle de match à négocier samedi, peu importe pour ou contre les HC, mais il y aura une balle de match. Donc je pense que ce sera le bon moment pour refaire un épisode. On va essayer de se coordonner, mais ça m'a l'air tout à fait réaliste. Mm-hmm. D'ici là, on est à disposition pour répondre à toutes vos questions sur les réseaux sociaux, pour interagir avec vous. Et prenez bien soin de vous. Bon match pour jeudi à ceux qui y vont, devant la télé aussi, et à la Vaudoise Arena pour les fans de Lausanne HC qui ne pourront pas se rendre sur place. Ça peut être une jolie soirée aussi. À bientôt.